40 000 familles, 40 000 personnes qui ont remis leur économie à un seul homme, un seul. Parce que ces chiffres étaient absolument parfaits, pas approximativement parfaits, mathématiquement parfaits. Il promet 50% de rendement en 45 jours, 100% de rendement en 90 jours seulement. Les gens signent, forcément. La première semaine, il y a quelques investisseurs. La deuxième, il y en a des dizaines. À son pic, la société va collecter environ 1 million de dollars par semaine. En 1920. Et cet homme, vous connaissez forcément son nom. Vous avez forcément déjà entendu parler de lui et de son système. On va parler de Charles Ponzi. C'est une escroquerie qui ne devient pas une pyramide par magie. Elle a besoin d'un carburant. Et en l'occurrence, le carburant de la pyramide de Ponzi, c'est l'intérêt personnel. En 1920, Ponzi, il a déjà compris ce que les gourous du MLM font toujours en 2026, c'est que pour convaincre les foules, il ne faut pas vendre une idée, il faut payer des gens pour la propager. En janvier 1920, Ponzi va recruter son premier agent, Ettore Ghiberti. C'est un épicier, un simple épicier. Mais le deal, il est assez efficace. Ponzi lui promet 10% de commission sur chaque dollar rapporté. Ghiberti va réussir à convaincre 18 de ses voisins. 1770 dollars. C'est le début de l'étincelle. Et pourquoi est-ce que ça a marché? Parce que les agents n'étaient pas des financiers. C'était des voisins, des cousins, l'épicier du quartier. Et la confiance a été monétisée. Ponzi n'a pas créé un investissement, il a créé un virus à commission. Dans cet épisode, je vais vous montrer écriture par écriture comment une dette a été déguisée en actif, comment les signaux étaient là, visibles, et encore une fois, ils ont été ignorés. Et en finance, il faut bien comprendre que les rendements garantis, sans volatilité, cycle après cycle, c'est pas de la performance, c'est de la fiction comptable. Alors, on reprend. On est en 1920. On est donc à la sortie de la Première Guerre mondiale. Les monnaies s'effondrent particulièrement en Europe. La lire italienne, d'où est originaire Charles Ponzi, le mark allemand, tout ça s'est dévasté. Et dans cette pagaille monétaire, Charles Ponzi, qui est donc un immigré italien, arrive à Boston et il est persuadé d'avoir trouvé la faille. Et c'est vrai que sur papier, son idée est plutôt brillante. À l'époque, il existe un objet qu'on appelle le coupon réponse international. En gros, c'est un timbre universel qui est émis par l'Union postale et qui est accepté dans tous les pays membres. Et le prix de ce coupon, il est fixé. Mais les monnaies européennes, elles, donc, ont chuté. En théorie, l'idée de Ponzi, elle est simple. On va acheter ces coupons-là en Italie avec des lires dévaluées. On va les échanger aux États-Unis contre des timbres avec une valeur faciale fixe et on empoche la différence. C'est de l'arbitrage de change. C'est totalement légal. Le problème du système de Ponzi à ce moment-là, il va être démontré par un journaliste financier qui s'appelle Clarence Baron. Il a fondé un journal qui existe toujours actuellement et qui fait un calcul assez simple. Pour pouvoir justifier les montants collectés et donc pour aller sur la promesse de rendement que Ponzi fait, il faudrait 160 millions de coupons réponses. En 1920, il n'y en a que 27 000 en circulation dans le monde entier. 27 000 en circulation contre 160 000 qu'il faudrait pouvoir collecter, acheter, échanger. Et en plus, Baron, il remarque quelque chose, c'est que Ponzi, il est pas si bête,
Il promet des rendements extraordinaires dans une compagnie qu'il vient de créer et dans laquelle il ne possède, lui, aucune action. Bon. Mais pourquoi personne n'écoute Baron à ce moment-là? Pourquoi personne ne fait ce calcul-là? Bah, encore une fois, les premiers investisseurs ne sont pas des financiers. Donc, les dépôts continuent d'affluer parce qu'on fait confiance aux voisins qui, les premiers voisins et les premiers investisseurs, sont remboursés en plus. Du coup, bah, pour le cerveau humain, il n'y a pas photo, je peux faire confiance. Alors, comment Ponzi il inscrivait tout ça dans ses comptes? On va voir ça avec ce que j'appelle 3 pièces à conviction. Première pièce à conviction, l'entrée d'un investisseur. C'est le départ, c'est la base. Quelqu'un va venir donner 1000 $ à Ponzi. L'écriture réelle, ça va être 1000 $ en trésorerie, dette envers l'investisseur, 1000 $. C'est bien une dette à ce moment-là. Une dette à court terme. C'est pas un capital, c'est pas un investissement productif, on est juste sur de l'appât. C'est une dette court terme. Pièce à conviction numéro 2. Le remboursement. Parce que oui, pour que le système fonctionne, il faut de la confiance. Donc, 45 jours plus tard, il faut que Ponzi puisse rembourser cet investisseur-là. Sinon, plus personne ne va venir investir et son système s'effondre. En plus, il doit donc apporter le rendement promis. Ponzi va donc rembourser 1500 $. La dette envers l'investisseur est diminuée et la trésorerie également, puisqu'il y a une sortie d'argent. Mais alors, d'où vient cette trésorerie? Eh bien, des nouveaux entrants. Exclusivement des nouveaux entrants. Il n'y a aucun actif productif dans la société de Ponzi. Il n'y a aucune création de valeur. Juste de l'argent qui va tourner. Les nouveaux investisseurs servent à venir financer le rendement des investisseurs du rang du dessus, etc., etc., etc. D'où le terme de pyramide. Mais Ponzi, du coup, il voit bien que pour que son système continue à fonctionner, il va falloir de plus en plus d'entrants. Et c'est là qu'il invente son fameux système, schéma un peu douteux, le fameux parrainage avec commission, qu'on retrouve encore dans la plupart des schémas pyramidaux actuels. On promet une commission sur les nouveaux entrants à chaque personne qui apporte un entrant. C'est une pyramide. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Enfin, au début ça fonctionne. Parce que pièce à conviction numéro 3, le maquillage. Ben oui, Ponzi il va pas dire clairement ce qu'il est en train de faire. Il doit maquiller un petit peu son système. Et donc, au lieu de présenter une dette croissante, ce qu'il aurait dû faire, il va parler de stock de coupons, d'actifs à l'étranger, de positions en cours de règlement. Sauf qu'il y a un auditeur qui va être mandaté en juillet 1920, Edwin Pride. Il accepte d'examiner les comptes et sa conclusion tient en une phrase très simple. Les actifs déclarés sont invérifiables. Les comptes sont inauditables. Inauditable. Ce mot a un sens très précis. Ça ne veut pas dire que les comptes sont compliqués. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de pièces justificatives. Là, normalement, l'effondrement doit arriver. Bah non, toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'en juillet 1920, la Securities Exchange Company, donc l'entreprise de Ponzi, c'est une célébrité. Il y a des gens qui font la queue devant les bureaux de Boston, des journaux qui couvrent l'événement, des familles entières qui déposent leurs économies. Et c'est précisément pour ça que personne ne pose de questions. En tout cas, pas de questions qui fâchent. En psychologie comportementale, il y a un biais qui est documenté et qui dit que plus un système est visible, plus il semble sûr. La croissance devient l'argument de légitimité. Tant de gens ne peuvent pas avoir tort. Bah si. Regardons un peu ce que les chiffres impliquent. Pour payer le cycle 1, il faut donc 1,5 fois plus d'argent au cycle 2.
Pour le cycle 3, il en faut 2,25 fois plus. Si on avance plus rapidement, au cycle 6, en seulement 9 mois, la dette devient une montagne qu'aucune croissance réelle au monde ne peut gravir. Et Ponzi, en l'occurrence, ne s'est pas effondré à ce moment-là à cause de la police, comme beaucoup d'arnaques ou de fraudes. Il s'est effondré parce que finalement, à un moment donné, il n'y a plus assez d'humains investisseurs réels pour rentrer dans la base de la pyramide. Et quand il n'y a plus d'entrants dans la base de la pyramide, plus personne ne reçoit de commission, plus personne ne reçoit de rendement, et surtout l'étage numéro 2, les derniers entrants, eux ne récupéreront jamais rien. Un système pyramidal, ça peut s'effondrer à cause d'une enquête. Il y a eu quelques procès récents dans l'histoire moderne. Mais majoritairement, ça meurt à cause de la physique des flux, à cause du manque d'humains tout simplement. Mais là, en l'occurrence, Ponzi il va un peu se faire trahir aussi par un autre homme, qui est Mac Masters. Mac Masters, il n'est pas auditeur, il n'est pas journaliste, rien. C'est l'attaché de presse de Ponzi. Ponzi a engagé un attaché de presse pour gérer sa communication, pour faire fonctionner son modèle. Mais après seulement quelques semaines au poste, Mac Masters comprend un peu ce qui se passe. Il flaire un peu le truc, et pour sortir de ça, il va vendre l'histoire au Boston Post pour 5000 $. Au final, l'homme qui fait vraiment tomber la pyramide, c'est celui qui avait été engagé pour la promouvoir. Un peu ironique. Et donc, Mac Masters va donner au journal tous les détails internes, les flux, les chiffres réels, l'absence d'actifs. Et il y a une série d'articles qui va paraître en juillet et en août 1920. Les journalistes vont compiler les données de Baron, les révélations de Mac Masters et les réponses de l'US Postal Service à qui quand même ils ont été parlés aussi et qui a confirmé qu'il y a les volumes de coupons qui ont été annoncés par Ponzi n'ont jamais circulé. C'est juste impossible. Et pour cette investigation-là, le Boston Post va remporter le prestigieux prix Pulitzer. Un Pulitzer pour avoir fait ce que les régulateurs n'ont, eux, pas fait. Donc le 11 août 1920, le Boston Post publie l'article de Mac Masters, enfin avec les révélations de Mac Masters, et dans les heures qui suivent, comme dans n'importe quel crash financier, vous voyez les choses arriver, les investisseurs se présentent au bureau, demandent leur argent, et bien sûr il n'y a pas assez d'argent, donc les banques vont geler les comptes, et dès le lendemain, le 12 août 1920, Ponzi va être arrêté. Voilà. Au moment de l'arrestation, voilà ce que les comptes vont révéler. En caisse, il reste à peu près 1,5 million de $. Sauf que les engagements exigibles dans les 45 jours suivants sont de 7 millions de $ minimum. Enfin, c'est un chiffre qui circule, 7 millions. Ça reste une estimation basse. L'audit final qui va être mené convergera plus sur une perte entre 15 et 20 millions de $ pour les investisseurs. Plus du double de ce qui est annoncé. Donc, la pyramide s'est effondrée. Voilà. Ce que ça nous apprend, cet effondrement, c'est que le déficit, en fait, il existait déjà dès le premier cycle. Mathématiquement, dans les promesses initiales, on voyait bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Il n'y avait aucun scénario dans lequel ce système pouvait survivre et être périn. La seule variable, c'était vraiment le temps. Et le temps, ça se mesure, ça s'anticipe et ça s'audite. Mais ce qu'on peut aussi retenir, c'est qu'on est un peu plus de 100 ans après ce premier schéma de Ponzi, ce premier pyramide de Ponzi. Et le schéma, il a survécu, finalement. 70 ans plus tard, il y a un autre homme qui a reproduit le même mécanisme. On en a parlé un tout petit peu dans une vidéo précédente. Et si ça vous intéresse que je fasse une longue vidéo sur lui, vous me mettez son nom en commentaire. Une échelle bien plus importante, avec des auditeurs qui avaient validé ses comptes. Je parle bien sûr de Madoff. Donc voilà, même architecture, avec des chiffres différents et une ampleur énorme, mais Madoff a repris une pyramide de Ponzi, et c'est pas le seul.
Aujourd'hui, le même schéma se reproduit toujours sous des noms différents, avec des plateformes qui vont promettre des rendements annuels à 2 chiffres, des protocoles dont la rentabilité va dépendre uniquement des entrants suivants, des fonds dont des actifs sous-jacents n'ont jamais vraiment été audités. Donc la technologie va changer, mais l'architecture comptable, non. Alors il y a des signaux d'alerte vraiment qui doivent vous alerter tout de suite. C'est dès l'instant où on vous dit que vous devez recruter des nouveaux entrants, que vous allez avoir une commission sur les nouveaux entrants, etc. Vous savez très bien que c'est un système pyramidal. Dès l'instant où vous voyez que c'est un système de pyramidal, fuyez. C'est assez simple, fuyez. Ça va forcément s'écrouler. Peut-être pas à votre niveau, mais peut-être que si. Et majoritairement, souvent, si. Vérifiez toujours les explications techniques, surtout quand elles paraissent assez impressionnantes, mais surtout quand elles sont invérifiables. Et donc, voilà, si vous avez des difficultés à obtenir des pièces justificatives des actifs, si vous voyez que la croissance est présentée comme une preuve de solidarité absolue et immuable, inquiétez-vous. C'est pas forcément la complexité qui protège la fraude. La fraude, c'est le désir d'y croire. Les pyramides de Ponzi, on sait que c'est des fraudes, on sait que c'est des arnaques, on sait que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il y en a quasiment tous les jours qui se créent. Donc voilà, attention à vous, ne soyez pas le dernier maillon de la chaîne. Petite question pour vous, répondez-moi aussi en commentaire. Si un auditeur signe des comptes qu'il ne peut pas vérifier, pour vous, est-ce que c'est de la négligence ou est-ce que c'est de la complicité ? Dites-le moi. Et bien sûr, si vous connaissez des systèmes un peu trop beaux pour être vrais, racontez-moi lesquels vous avez en tête en commentaire ou vos meilleurs modèles de Ponzi que vous avez pu voir dans l'histoire. Écrivez-le moi là. Au tout début de la vidéo, je vous disais, quand c'est aussi beau, c'est forcément de la fiction comptable. Et je crois que la prochaine vidéo, justement, on va parler de fiction. Je vais vous emmener dans un royaume à 7 terres. Dites-moi aussi si vous devinez de quoi on va parler la semaine prochaine.